amis de TV Liberté, bonjour. Nous filons au cinéma tous les trois, c'est la rentrée, et nous avons vu de très bons films. Enfin, pas que des bons films, mais nous tâcherons de parler des bons. Nous présentons en premier les bons films. Et de démolir les mauvais. Et après, nous démolisserons les mauvais. Mais trois bons films. On commence par Petit Paysan, j'en ai parlé la semaine dernière, mais j'aimerais avoir votre avis à vous. Bon, je veux bien commencer. C'est un film donc, qui a été fait par Hubert Charuel, qui est fils de paysan. Il a tourné dans sa ferme, vous avez dû le dire, naturellement. Oui. Donc il sait de quoi il parle. Ça, c'est clair et net. C'était un sujet extrêmement difficile, parce qu'on peut vite tomber dans comme Chirac qui tapait sur le cul des vaches. Et c'est vrai qu'au début, on commence à le voir beaucoup avec ses vaches. On se dit, c'est un documentaire sur les vaches. Et petit à petit, c'est remarquablement fait, parce que c'est fait sur un style presque de polar. Parce que la tension monte au fur et à mesure. C'est le drame d'un paysan, d'un éleveur, dont l'une des vaches va avoir une maladie, et donc il se débat pour que son troupeau ne soit pas abattu. Et il se débrouille très bien. Et c'est ce combat qui prend au triple l'auditeur. Mais il va jusqu'à l'illégalité, puisqu'en fait, il ment à sa sœur qui est vétérinaire. Très belle interprétation de Sarah Giraudot. Oui. Et en même temps, c'est quelqu'un qui est dans un autre monde, quoi, parce qu'il est capable de faire n'importe quoi. Alors, il va tuer sa vache, il va l'enterrer en douce, malgré les problèmes sanitaires. Et ça va jusqu'à la fin crescendo, on ne dit pas la fin. Ce qui est intéressant dans ce film, c'est l'actualité, la paysannerie qui se meurt, parce qu'on veut faire de l'international, et puis la paysannerie, on veut la peau de la paysannerie, du petit paysan, indiscutablement. C'est l'acharnement de ces gens-là, pour qui c'est survivre en même temps. C'est la survie économique, c'est la survie intellectuelle de leur métier. C'est bien joué, c'est très bien joué, c'est très bien fait, ça prend aux tripes. C'est un très beau film avec petit budget, c'est très beau. C'est très beau, absolument. Je partage l'avis de Frédéric, c'est vraiment un excellent film qui aborde avec beaucoup de finesse et d'intelligence un sujet de société. Moi, je ne partage pas forcément toutes les conclusions, parce que quand même, il y a un enjeu sanitaire, et face à l'enjeu sanitaire, on peut être un petit peu troublé par ce paysan qui d'une certaine façon cherche à conserver son élevage. Oui, Maxime, ne soyez pas trop citadin. Aucune inspection n'est faite des élevages en batterie de poulets, des élevages en batterie de vaches. Alors là, il n'y a personne qui débarque. Les fonctionnaires ne sont pas là. Un peu plus compliqué je ne crois pas que votre santé est en danger à cause de la maladie. Moi non plus, mais toujours est-il que... Et puis, quand il y en a un, au lieu de voir, etc., allez, on abat tous les troupeaux, le fonctionnaire arrive dans une belle voiture, payée par qui? Par les impôts du petit paysan. La question n'est pas là. La question, c'est simplement qu'il y a une règle, et cette règle de prévention, c'est on abat tout le monde. Et en réalité, ça consiste à susciter un effet de digue, en réalité. Et à partir du moment où on prend le risque soi-même, imaginez que ce soit une maladie pour l'homme, vous savez que vous pouvez être contagieux sans que ce soit parfaitement sûr, et vous prenez le risque quand même d'y aller. Je peux comprendre la motivation personnelle, mais en soi, c'est pas non plus un super-héros, mais ça n'est pas présenté comme tel. Ça n'est pas un super-héros, je suis d'accord. Seulement, il faut pas oublier que là, ce sont des gens qui luttent pour leur survie, parce qu'on fout tout en l'air, et puis on leur dit après, vous avez des gens qui témoignent, en disant je dois toucher de l'argent, ils n'ont jamais rien touché. Et par contre, alors vous avez les grandes sociétés, les multinationales, qui là peuvent vous filer des saloperies. Vous avez de l'aluminium par-ci, par-là, tout le monde on se tait à Bruxelles parce qu'il y a les lobbies. Dès qu'il y a beaucoup d'argent, mais alors par contre, les petits problèmes qu'il peut y avoir. Alors, je suis d'accord avec toi, mais il faut aussi moduler. Oui, non, mais la petite... Et on n'a pas l'impression que le fonctionnaire agricole et puis le principe de précaution, c'est comme tous les principes, il ne faut peut-être pas le pousser jusqu'au bout. Quand on va jusqu'au bout, à l'extrême, on peut, comme tu dis, on peut tuer tout le monde aussi. Évidemment. Parce que quelqu'un a une grippe très forte, on tue tout le monde. Ce qui est certain, c'est que c'est un film qui vraiment nous prend et nous plonge dans la réalité de ces gens, c'est-à-dire une partie de la petite et moyenne paysannerie française, qui sont en définitive des gens qui travaillent énormément, qui n'ont aucune reconnaissance, qui sont souvent des déclassés, des déclassés au sens social du terme, au sens économique du terme, mais aussi au sens de la proximité de la décision, c'est-à-dire des gens qui vivent vraiment dans la ruralité, qui sont même les derniers acteurs de la vraie ruralité. Et
des gens qui, en fait, malgré tout ça, ne gagnent pas leur vie, ils n'ont aucune perspective. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de perspective de reprise de leur exploitation, ils n'ont pas de perspective en matière de retraite, ils sont pour la plupart même en déficit chronique, c'est-à-dire qu'en fait, ils ne vivent que parce qu'il y a des subventions qui leur permettent Et pourtant, ils ne changeraient pour rien au monde. Pourtant, non mais c'est quand même un portrait assez dramatique, c'est-à-dire que notre pays s'est constitué, je ne vais pas citer Henri IV et Sully, mais notre pays s'est construit sur ça. C'est pour ça qu'il faut le voir. C'est pour ça qu'il faut le voir. Aujourd'hui, ce film pose cette question du suicide collectif que nous faisons de notre paysannerie. Absolument. Et surtout ne pas oublier que c'est quelqu'un qui a fait une école de cinéma, donc c'est pas un fils de paysan qui a pris la caméra comme ça. Il a fait une école de cinéma, ça se voit qu'il s'est filmé aussi. Oui, et le film est très très joliment construit. Je ne citerai que la première image. La première image, c'est des vaches les unes sur les autres dans une maison, à l'intérieur d'une maison. On se dit qu'est-ce qui se passe? Et en fait, le jeune homme rêve. Et ça se termine, le film est remarquablement construit, ça se termine par un petit veau sur son canapé. Bon, fin de notre critique, mais en tout cas, allez le voir, chers amis de TV Liberté, vous en serez contents. Et même en famille. Et même en famille, absolument. Avec vos vaches. Deuxième film social, j'ai envie de dire, c'est « Ôte-moi d'un doute ». Ôtez-moi d'un doute, c'est pas bien. Ôtez-moi d'un doute. C'est un très joli film, assez explosif. C'est normal, c'est l'histoire d'un démineur. Donc, qui est joué par Damien. Et qui est joué, très très bien joué. Et puis il y a Cécile de France qui, moi, me réjouit. Elle est entre Belges alors. Infiniment. Absolument. Elle est très très belle. Et elle est très belle et elle a le verbe extrêmement rude, la voix cassante, et elle est très amusante. Et puis Guy Marchand, qui a bien vieilli, ça fait longtemps que je ne l'avais pas vu, mais qui a très bien vieilli et qui est toujours aussi beau et qui joue toujours aussi bien. Et on peut peut-être rappeler l'histoire du film. Bien sûr, c'est l'histoire. C'est assez explosif comme histoire parce que ça va tout à fait à l'encontre de la doxia actuelle sur la vie de famille, les filles qui font leurs enfants toutes seules, les enfants sans père, les recherches de paternité. Et en fait, le cinéaste n'arrête pas de faire répéter à ses héros que bien pour faire une famille, il faut un homme, une femme et un enfant, et que le bonheur de l'enfant passe par cette installation-là. Et c'est fait sans lourdeur, c'est fait avec beaucoup d'humour. Je ne rentre pas dans les détails pour ne pas raconter l'histoire, mais c'est très joli et on en sort assez heureux. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas entendu la vérité vraie, avec une pointe d'humour. La bonne femme qui aime tant l'humanitaire qu'elle va s'occuper des enfants au Vietnam, mais elle plante sa petite fille qui a 10 ans et qui devra se faire toute seule. Alors vous dites c'est pas lourd et c'est intéressant parce que j'ai remarqué que ces deux acteurs, François Damien comme Cécile de France, ne font rarement des films lourds. Oui, en si général. Leur carrière. Ils sont belges, on dit que les Belges sont assez lourds d'esprit, on se moque d'eux, mais ils choisissent bien leur film. C'est un très très un joli Damien film. Qui n'est pas, pour le coup, un beau gosse, hein, c'est pas un Alain Delon, mais c'est un gars solide. Arrive à se positionner sur des films souvent intelligents qui parlent vrai. Ouais. Et il est tellement, la Belgique. Il est tellement solide que Cécile de France en tombe raide, évidemment, amoureuse. À la première vue. Alors j'ai quelques films. Le troisième très très bon film que vous avez aimé, Barbara. Très bon film, ça se discute pour moi. Il a eu le prix Jean Vigo, il était présenté à Cannes, parce que c'est fait par Mathieu Almaric, c'est son 7e film quand même, donc c'est un réalisateur et acteur qui est un petit peu spécial quand même, aussi bien dans son physique que dans son jeu, mais qui est indiscutablement intéressant. Là, il a traité, il n'a pas fait un biopic, c'est en fait le tournage d'un film d'une personne qui va jouer, qui s'inspire de Barbara, parce qu'elle doit jouer le rôle de Barbara, donc elle cherche ses mouvements, ses mimiques, enfin tout. Alors, c'est un petit peu décousu par moments. C'est compliqué, oui. C'est un petit peu compliqué. Mathieu Almaric, on le voit un petit peu trop, mais il en a conscience, puisque dans le film, Jeanne Balibar, qui est l'interprète remarquable, entre parenthèses, lui dit « Mais tu fais un film sur toi ou un film sur Barbara ?» Donc, il n'est quand même pas si bête que ça, parce qu'il a senti, mais il voulait se montrer. Il se montre un petit peu trop, mais c'est pas mal. Donc, et
c'est intéressant, mais en même temps, il y a des moments où ça l'est moins. Enfin, il l'a fait d'une façon très originale. C'est ça qui me plaît dans ce film, c'est l'originalité. C'est pas le biopic, allez, on passe des photos, on parle de la vie, etc. Non, c'est le devenir. Elle a essayé de se mettre dans la peau. Et moi, s'il n'y avait pas Jeanne Balibar, je n'aurais peut-être pas aimé ce film. Absolument. Mais Jeanne Balibar est une chanteuse. Elle chante divinement bien. Et alors elle reprend, on a les Barbara de Jacques Brel qui chante des chansons de Brel, et puis ensuite qui a pris des textes à elle. On voit un peu la composition. Ça, c'est intéressant. C'est difficile de faire la création au cinéma. D'ailleurs, vous allez voir, on va sûrement se planter avec le Gauguin qui va passer, qui va venir. Oui. Les peintres, en général, c'est raté. Qu'est-ce que vous voulez faire la vie d'un peintre? Et là, effectivement, on la voit qui commence à chantonner, on la voit qui fait les notes, etc. Et on voit un petit peu cette naissance de la chanson. Enfin, il y a des moments de grâce quand on aime Barbara, il y a des moments merveilleux, notamment dans ce café sur la route. Oui. C'est la saison des pluies, donc c'est l'occasion de revisiter. Et puis quand on entend évidemment, même que vous, Nantes, l'Aigle Noir, tout ça. Moi, je suis un grand fan de Barbara. Pour moi, c'est une chanteuse extraordinaire. C'est quand même chanteuse de cabaret qu'on n'aura plus jamais. Il ne faut pas l'oublier. Là, je vais faire comme toi. J'ai parlé un petit peu en dehors du film, mais voilà, parce que avant, moi, j'ai connu ça. Il y avait tous ces gens qui ont été des grands chanteurs, Aznavour, Beko, etc. Tout ça, c'est des gens qui étaient dans les cabarets de la rive gauche. Elle a joué à l'Écluse. À l'Écluse. Il n'y a plus de chanteurs à l'Écluse. Mais pourquoi? Parce qu'on attendait, et puis ça durait 10 ans, 12 ans, 15 ans. Brassens, c'est pareil. Puis ensuite, ils sortaient. Maintenant, c'est du Kleenex. Hein. On sort tout de suite, ça marche, boum, boum, ça dure 1 an, 2 ans, 3 ans. C'est des produits. Donc on n'aura plus. Maintenant, c'est des produits lessives. Des produits lessives. Et Barbara était encore une de ces grandes pointures qui ont fait le cabaret et qui avait des chansons magnifiques. Alors évidemment, pourquoi? Parce que Barbara avait. Alors c'est bien montré dans le film aussi que elle avait aussi ce problème comme Dalida, c'est-à-dire elle est tombée amoureuse souvent de gens qui avaient 20 ans de moins qu'elle. Hein, oui, elle a eu surtout ce drame dans sa vie d'avoir été violée par son père, dont elle ne s'est jamais remise. Dont elle ne s'est jamais remise, c'est ce qui lui a donné cette fêlure, cette cassure, cette sensibilité. Cette mélancolie. Il pleut sur Nantes, elle vous prend les tripes à chaque fois. Voilà, donc le film, mais en même temps, la façon de le faire, c'est très original, mais il y a des petites faiblesses, je veux dire, c'est pas toujours prenant, mais il y a des moments de grâce et de poésie, je suis d'accord. Allez le voir. Trop de metteurs en scène et... Allez le voir. Et on eut aimé plus de chansons de Barbara. Ouais. Un autre film, à vous Maxime. Alors moi je voulais vous parler d'un film qui s'appelle Que Dios nos perdone. C'est un film espagnol, qui est un bon film espagnol, alors dont l'histoire est un petit peu dérangeante. Pourquoi? Parce que c'est en fait une histoire de meurtre en série, de vieilles dames. Et donc en fait on suit le personnage principal qui est un enquêteur, qui est projeté dans une brigade criminelle composée plutôt de tocards que d'officiers très efficaces, et lui est une espèce de bonhomme qui vit reclus, qui parle à peine, bref, il n'a pas beaucoup d'amis dans sa brigade, et il est même plutôt rejeté par les autres, faisant équipe avec une espèce de gros lourdeau, et l'enquête commence avec donc... une vieille dame qui a été assassinée. Donc lui seul comprend qu'en fait il s'agit d'un viol, et on va essayer de démêler le vrai du faux et donc de mener l'enquête jusqu'au bout avec plusieurs dames âgées qui vont être violées puis assassinées. Donc on va évidemment trouver à la fin qui est le coupable. Ce qui est intéressant dans ce film, c'est que d'abord on a rarement de bons films espagnols. Quel est le réalisateur? J'avoue que je l'ai oublié. Mais il n'est pas connu. Non, il n'est pas connu. C'est quelqu'un qui n'est pas connu, en tout cas en France. Ça aborde une question qui est un petit peu difficile, c'est la question pour le coup de victimes qui sont des dames âgées. C'est quelque chose qui peut être assez choquant. Un rapport avec le tueur de vieilles dames? Jamais vu ce film anglais ancien. Non, je ne l'ai pas vu. Et un coupable qui est tout l'inverse. Et puis, surtout, on est plongé dans un contexte où, en fait, la police est totalement inefficace, de sorte que ce monsieur mène un petit peu la bataille tout seul, à la fois contre le méchant, mais aussi contre ses propres autorités et ceux qui le dirigent. Donc, en réalité, c'est un assez bon film. Il y a quelques petites facilités. Notamment, il y a un moment où le flic sort dans la rue et pouf, il voit le méchant. Voilà. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que ça se passe au moment où le pape est là pour les JMJ
à Madrid. Et donc, en fait, on voit que la police cherche à acheter la paix sociale, pas de vagues, il ne faut surtout pas que ça se sache, pas de communication difficile, on parle que du pape et tout va bien. Et l'Espagne est un pays formidable et évidemment, il n'y a aucun problème pour les dames âgées. Donc, en réalité, on est dans un contexte politique un petit peu particulier. Donc, je ne raconte évidemment pas la fin, mais c'est un film qui est assez prenant, qui est gênant. Gênant parce que vraiment, il met en scène des personnages aussi bien chez les policiers que chez les méchants, dont on n'a absolument pas envie d'être amis. Oui, j'ai pas trop envie d'aller le voir. Donc c'est un film qu'il faut prendre avec des pincettes, mais qui est vraiment un bon film policier et un film espagnol qui sort de ce qu'on a l'habitude de voir chez nos voisins d'Outre-Pyrénées. Alors rapidement, je voulais parler un petit peu, parce que cette semaine sort 13 films, et on s'aperçoit que sur les 13 films, vous avez quand même 3 films d'animation et 3 documentaires. Ça veut dire qu'on a du mal à trouver des scénarios. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, depuis 2-3 ans, il y a de plus en plus de documentaires. Je n'ai rien contre, d'ailleurs, des documentaires super intéressants, l'animation aussi. Ce que je voulais dire, c'est qu'en réédition, il y a La fille de Ryan, pour ceux qui ont la chance d'habiter Paris ou la région parisienne. Allez voir le grand film de David Lean avec Trevor Howard, Robert Mitchum, c'est excellent. Mais rapidement, je voudrais parler de 3 films. Un qui s'appelle Une suite qui dérange, Le temps de l'action, qui a été fait par Bonnie Cohen et puis Yann Schenk, des gens inconnus, mais ça parle d'Al Gore, c'est Al Gore. Oui. Vous savez qu'Al Gore avait fait son film il y a 10 ans sur la climatologie, le danger, etc. Là, il reprend, c'est remarquablement fait. Tout le monde devrait aller voir ça parce qu'il y a vraiment un gros problème. Vous avez quand même les images, vous avez quand même les explications scientifiques, vous avez quand même les schémas, les courbes. C'est quand même hallucinant. C'est quand même hallucinant. On va vers la catastrophe. D'ailleurs, on le voit bien avec ce qui se passe en ce moment, et c'est de plus en plus, etc. Donc, c'est vraiment un film warning, d'ailleurs, il dit, c'est le temps de l'action, c'est à aller voir absolument, parce qu'il faut quand même ouvrir les yeux sur ce qui se passe sur le plan climat. Il y en a un autre que j'ai vu, qui est de Doug Liman, qui s'appelle Barry Seal. Alors ça, c'est avec Tom Cruise. Épatant, on l'a oublié dès qu'on est sorti, c'est un film d'aventure, mais qui est basé sur une histoire vraie. C'était un pilote de la TWA, qui était un petit peu foufou, de temps en temps il s'amusait, enfin c'est ce qu'on montre dans le film, c'est basé sur un fait réel. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont rajouté en fiction, on ne sait pas. Bon bref, il faisait descendre son avion un petit peu pour que les passagers... Bon bref, il était un petit peu allumé, et il a été recruté par la CIA. Alors ça c'est vrai, ça a été un pilote qui a été recruté par la CIA. Il a fait du trafic de drogue, il a fait du trafic d'armes, tout ça sur le fond de la guerre au Salvador entre les Contras et les sandinistes et les marxistes. Donc c'est la base, c'est toutes les magouilles de la CIA, avec le trafic d'armes, avec la collusion avec les trafiquants de drogue, parce qu'ils l'ont fait aussi, ils dealaient de la drogue aussi. Bon. Et Tom Cruise passe là-dedans, donc il est là, il est un peu immature, parce que sa famille risque d'y passer, etc. C'est un film qui était un peu à la comique, avec beaucoup de trouvailles cinématographiques. Vous avez des cartes avec des petits avions qui bougent, etc. Doug Liman est un mec assez doué, et c'est très sympathique comme film. Tom Cruise est excellent là-dedans, ça lui va ravir, toujours son sourire éclatant. C'est drôle, et en même temps, il faut bien voir le fond, le deuxième degré, c'est-à-dire la vérité de la CIA, de tous ces trucs-là, etc., du trafic de drogue. Donc Barry Seal, celui-là, et puis Le Prix du Succès, je ne sais pas si vous l'aviez vu. Non. Le Prix du Succès, qui est un film qui n'est pas inintéressant. Malheureusement, c'est un film qui parle d'un beurre qui est dans le showbiz, qui a monté, qui est assez connu sur la place de Paris. Mais son assistant qui est son frère. Son assistant qui est son frère, qui est son manager, est un mec qui est ancien voyou, donc très violent, qui nuit à sa carrière, donc il va choisir quelqu'un d'autre, etc., sans le dire à son frère. Drame familial, drame entre les deux frères. C'est bien traité, c'est un peu lent au départ, c'est très bien traité. C'est évidemment, vous avez Mae Wen dedans qui est très bonne, vous avez Roche Dizem qui est très bon. Bon, il n'y a rien à dire sur le plan de distribution, mais c'est un film qui se passe à Paris. On ne voit pas de gens comme vous et moi. On ne voit que des Arabes, on n'est qu'en dans le milieu arabe, puis vous avez quand même quelques provocations du style, il règle son micro, quand il règle son micro, il crie « Vive l'Algérie, vive l'Algérie ». Bon, à un moment, on en voit d'autres qui disent « Je t'ai vu en voiture, etc. » N'oubliez pas, ici, on est chez nous, on est à Paris, je veux dire, avec l'accent arabe. On voit... Le remplacement a été fait. Voilà, la théorie du remplacement, enfin, elle se vérifie. Ceci étant, c'est pas mal fait, mais c'est agaçant par moment. Oui, merci beaucoup. Moi, si vous me le permettez, j'aimerais aussi ajouter 2 films parmi mes nombreuses sessions cinématographiques de l'été. 2 films qui, à mon avis, sont intéressants. Le premier, c'est My Cousine Rachel, qui est évidemment un remake du film des années, je crois, 60 ou 70, enfin très ancien, qui est d'après le roman de Daphné du Maurier. Donc, comme d'habitude, Daphné du Maurier, c'est toujours un petit peu compliqué avec
des gens qui peuvent être voilà, de différentes natures et tendances, surtout les femmes, qui sont évidemment de grandes méchantes. Donc c'est l'histoire, pour ceux qui ne l'ont pas vu. Le film, je le dis tout net, hein, est intéressant à aller voir pour ceux qui n'ont pas vu le premier, parce que c'est assez bien joué, on est dans l'esprit, c'est un petit peu en dessous. Avec quelques petites erreurs psychologiques. Quelques petites erreurs psychologiques, mais enfin c'est globalement pas mal. Et c'est un film qui, sans être un très grand film, se laisse voir avec beaucoup de plaisir. Donc l'histoire est très simple, c'est l'histoire d'un jeune homme dont les parents sont morts, qui vit avec son cousin, dont il est l'héritier direct, parce que ce cousin n'a pas d'enfant. Ce cousin est malade, part vivre en Italie, tombe amoureux d'une femme et meurt. On ne le voit pas, mais il écrit à son jeune cousin héritier, et donc le jeune cousin héritier se décide à aller comprendre comment son cousin de 30 ans a pu mourir en Italie. Il y va, arrivé là-bas, il trouve une maison vide, et on lui explique que la femme de son cousin est partie en Angleterre, donc il rentre en Angleterre, et il découvre cette femme qui s'appelle Rachel, qui est donc italienne, qui est magnifique, somptueuse. Il en tombe amoureux. Il en tombe évidemment amoureux, donc il devient totalement idiot, au point de vouloir lui offrir absolument toute sa fortune, et commence à apparaître des doutes. C'est-à-dire qu'on commence à penser que peut-être, il tombe malade lui aussi, peut-être en fait cette femme serait-elle une menthe religieuse qui aurait tué le cousin précisément pour hériter. Y aurait-il eu d'autres hommes avant qui seraient tombés dans ses griffes ? On n'en dit pas plus. Je n'en dis pas plus, c'est un drame évidemment. Il y a quand même un défaut dans le film, c'est qu'il termine le film en disant point d'interrogation, est-ce que eux ? Pourtant, c'est évident qu'elle a tué tout le monde, je veux dire, donc c'est un peu ridicule de terminer le film en disant point d'interrogation, alors qu'on a les preuves avant, je veux dire, ça crève les yeux. Bon, c'est pas mal, ça ne devait pas être le meilleur livre de Daphne du Maurier. Non, mais le film mérite d'être allé voir, notamment parce que les paysages et l'ambiance anglaise est tout à fait là. Très belle ambiance. L'autre film, c'est Seven Sisters, donc 7 sœurs. Ça parle de quoi ? Ça parle en fait du futur, et dans ce futur, la Terre étant surpeuplée, on décide de créer une politique d'enfants unique, un peu à la chinoise. Et donc en fait, à chaque fois que quelqu'un a plusieurs enfants, on prend les enfants pour les cryogéniser, soi-disant, bon, en fait on les tue, hein, mais les gens sont assez bêtes pour penser. Il faut tuer tout le monde. Et quand cette politique arrive, un homme réussit à avoir clandestinement, la fille de cet homme réussit à avoir clandestinement des septuplés, qui sont donc 7 filles, les fameuses 7 sœurs. Et donc, il a une idée géniale, ce monsieur, puisque chacun, pour qu'elles puissent sortir dans la rue, en fait, il les appelle lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, et chacune sort un jour, de sorte qu'elles se retrouvent le soir, et que le soir, elles échangent pour pouvoir continuer. Donc ça, on passe en fait de l'enfance à l'âge adulte, elles ont une vingtaine d'années, et c'est le jour de lundi. Lundi sort, elle va au travail, elle ne rentre pas le soir. Que s'est-il passé ? Eh bien, en fait, les jours suivants, elles vont, les suivants, donc mardi, mercredi, etc., essayer de chercher ce qui a pu se passer, où est passé lundi. Alors, je donne un tout petit peu quand même de l'histoire. Évidemment, elles se sont fait repérer par l'organisation, le bureau, qui cherche à les détruire, et donc qui va essayer de les tuer les unes après les autres. Je ne dévoile évidemment pas la fin. Alors, la plupart des gens dans la salle, quand je suis allé le voir, ont dit c'est formidable, le scénario est tout à fait audacieux, etc. C'est vrai que le scénario est audacieux. Bon, moi j'avais à peu près au premier quart du film compris dans quel ordre les choses allaient se passer et qui allait mourir à quel moment, puisqu'en fait c'est un scénario façon Les 10 petits nègres. C'est ce que j'ai vu d'Agatha Christie. Voilà, c'est couru d'avance pour quiconque a un tout petit peu de culture de films policiers, et en particulier d'Agatha Christie. Donc je n'en dis pas plus pour que les téléspectateurs qui nous regardent aillent le voir quand même, parce que c'est un film qui mérite quand même qu'on aille le voir. Alors il y a un grand moment, un film d'action, les méchants arrivent, on tue tout le monde, etc. etc. Mais néanmoins, du point de vue psychologique, ça n'est pas si inintéressant que ça, et notamment parce que on a 7 filles qui sont condamnées à n'en être qu'une, ce qui veut dire qu'aucune ne peut être elle-même. Donc elles sont condamnées à ne pas pouvoir avoir leur propre individualité, ne pas pouvoir avoir d'histoire d'amour. Quand on pense au drame des familles chinoises,
qui ont été avortées de force au 8e mois. Et c'est un sujet tellement dramatique que non, merci, pas pour mes soirées. Mais alors, d'une certaine manière, ce film permet justement, en allant tout au bout du film, on voit qu'elles vont faire exploser ce système de l'enfant unique, parce qu'en fait, les gens qui l'organisent sont des meurtriers, on le voit, c'est-à-dire qu'ils tuent les enfants, et les femmes, bien entendu. Et donc, en fait, pourquoi est-ce que le système est aussi méchant avec ses sœurs et qu'il veut les éliminer? Parce que c'est elles qui sont en train de lutter contre le système et qui vont détruire ce système de l'enfant unique. Est-ce bien joué? Et c'est plutôt bien joué, manifestement. Glenn Close joue la grande méchante. Et autre film avec des femmes, les proies. Eh bien, je ne l'ai pas vu. Bon, donc on en parle mercredi prochain. Si on a le temps de le voir. Oui. Il y avait celui connu avec Clint Eastwood. Bon. Là, j'ai été réservé. J'ai un ami qui est très bon critique cinéma qui m'a dit va le voir, c'est très bien. Très bien. Bon. Et puis c'est quand même pas fait par n'importe qui, c'est Sofia Coppola. Oui, évidemment. Absolument. Bon, il y avait trop de films. Même si Sofia Coppola a massacré Marie-Antoinette. Absolument. Donc je rappelle, Petit paysan, Barbara, Ôtez-moi d'un doute, Que Dios nos pardonne, Nos pardonne. Une fuite qui dérange, Le temps de l'action, sur le climat, documentaire. Voilà. Et La fille de Ryan, pour ceux qui habitent la région parisienne. Et Barry-Seal, avec Tom Cruise. Et Barry-Seal. Merci beaucoup. À mercredi prochain, amis de TV Liberté. À très vite. Amis de TV Liberté, nous avons le bonheur pour cette rubrique art de recevoir une artiste qui s'appelle Boisségur. Bonjour Béatrice. Bonjour. Et cette artiste va avoir 2 expositions très prochainement. Du 3 octobre au 10 octobre à Paris, à la mairie du 1er arrondissement, place du Louvre, devant le Louvre. Et, excusez du peu, à New York, tout le mois d'octobre. À la Chetkin Gallery. À la Chetkin Gallery. Alors, Chetkin, c'est un mot... C'est le nom des propriétaires de la galerie. C'est une galerie qui existe depuis 40 ans ou 50 ans. Une galerie importante. Voilà. Alors, mais nous avons des téléspectateurs à New York. Donc, ils iront vous voir. Quand avez-vous commencé à peindre, Béatrice ? J'ai commencé à peindre dans les années 85 et à l'huile. Je dessine, je peins depuis bien avant, mais j'ai peint à l'huile sur des toiles à partir des années 85-86. Et très vite, quand on se lance, on ne peut plus s'arrêter. Et j'ai commencé à peindre mes rêves. Oui. Je notais mes rêves, que je faisais des rêves assez drôles, surréalistes, et je les notais. Et vous les notiez, oui. Et donc j'ai commencé à faire une période comme ça très surréaliste, qui étaient des personnages voilés, de rouge, complètement habillés en rouge, et qui arrivaient. Alors la première toile était un tableau d'un groupe de femmes voilées qui arrivaient vers New York. Oui. Sans rapport. C'est un rêve. Avec une religion particulière. Ah bah, ça n'a rien à voir avec religieux, ce sont des rêves. Et cette série de tableaux s'est développée, parce qu'en fait, quand on peint, on rentre dans un processus qui s'auto-développe quand on est dans le surréalisme, parce que c'est le mental qui joue, et avec ses propres souvenirs. Donc les lumières sont très liées à... J'aime beaucoup les lumières du crépuscule. Et de vous aimez beaucoup les lumières, vous avez une grande attirance et vous les rendez extraordinairement bien, et notamment les lumières sur la mer. Comme beaucoup d'entre nous rentrent de la mer, j'ai dans le dos l'invitation de votre exposition, qui est cette mer extraordinaire, toute plate, avec ces ballons rouges. Alors souvent, vos mers sont illustrées de ballons rouges. Oui, alors ça c'est la période ensuite de ces peintures très surréalistes. Les personnages se sont déshabillés, oui. Et de peinture et de ciel sombre, de crépuscule et de l'aube, on est passé à une lumière beaucoup plus
franche, mais avec beaucoup de nuages quand même. Et j'ai commencé à y mettre des ballons. Alors qui étaient des ballons envolés au départ, et petit à petit qui sont allés se poser un peu partout. Et quelquefois, je faisais même des tableaux où il n'y avait pas de ballons. Et 2 mois après, je revenais, je me disais, il manque quelque chose. Vraiment. Et donc, je rajoutais des ballons, mais qui n'étaient pas mis par hasard. Parce que quand on regarde. Vous avez été marqué par le très joli film qui s'appelait Le Ballon Rouge quand vous étiez petite? Je ne l'ai pas vu. Vous l'avez pas vu? Bon, alors c'est pas ça. Ça vient, je pense, parce que j'avais un enfant petit et que je lui mettais toujours des ballons dans sa chambre. Et à chaque fois qu'il y avait des anniversaires, j'aime ce qui est rond. Ce qui est rouge, et très coloré. C'est la souplesse, c'est la sensualité, c'est la douceur, c'est la légèreté aussi. Alors, il y a une passion aussi pour la mer que vous savez rendre de façon étonnante. Les nuances d'une mer tout à fait plate, vous arrivez à rendre chaque petit scintillement. Vous avez longtemps regardé la mer. Je viens de l'Ouest, donc vous êtes une fille de mer. J'aime la mer, et la mer c'est comme les ciels, c'est immuable et en même temps ça change sans arrêt. Il y a des lumières qui sont liées, donc on passe du ciel à la mer, de la mer au ciel, et c'est un reflet qui correspond à l'âme. À la douceur, la force aussi, où les tonnerres peuvent se refléter. C'est exactement comme l'âme, comme l'être humain. Et on s'y retrouve. C'est comme la musique aussi, on s'y retrouve. Et alors, beaucoup de vos tableaux ont une construction avec un personnage au premier plan, de l'eau au second plan, et au troisième plan, soit un bateau, soit des maisons. Oui, alors ça, c'est tous mes tableaux et toute ma composition est systématiquement comme ça. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai besoin d'un premier plan, deuxième plan, troisième plan. Et quelle que soit la période, j'ai fonctionné comme ça. C'est une manière. C'est à l'Académie des Beaux-Arts de Caen qu'on vous a. Non, c'est mon regard. C'est votre regard. Qui est influencé par la production de films que j'ai fait à un moment. Avec justement. Ah oui, vous réalisiez des films. Oui, je produisais, j'ai écrit et je produisais des films documentaires ou des films de communication. Oui. Et c'est vrai qu'on a un œil, à force on a un œil comme une caméra. Quand on prend une photo, il y a toujours cette idée de premier plan, second plan et troisième plan. Oui. Voilà. Remarquez, c'est comme ça aussi chez Léonard de Vinci. Léonard de Vinci. Tous les peintres italiens mettent toujours un premier personnage, un second, et au fond, il y a. Oui, c'est vrai. Tout à fait au fond, il y a un château au-dessus d'une colline. C'est-à-dire que ça permet de rentrer. Le peintre entre dans ce qu'il fait et les gens qui regardent entrent dans ce qu'ils font. C'est une promenade. Un tableau, c'est une promenade. Le regard entre dans un paysage. C'est une invitation au voyage. Voilà, et chacun y retrouve son histoire, ses sentiments, ses souvenirs. Et c'est souvent d'ailleurs, les acheteurs de tableaux sont souvent correspondent au même tempérament que le peintre et vice-versa. Parce que chacun. Moi, j'ai eu des acheteurs qui étaient incroyables, qui même à force faisaient photographier, habillés comme mes personnages, devant leur tableau. Et ce sont des grands patrons. Je ne les citerai pas. Mais c'est intéressant parce que ça veut dire qu'on s'identifie. Ils s'imaginent dans le tableau. Voilà, on est tellement pris, c'est tellement... le figuratif, c'est ça, c'est le reflet de l'âme, de l'être. Donc, c'est comme un miroir et on a envie de rentrer dedans. C'est pour ça que certains ont tant de mal avec la peinture... abstraite, parce qu'on ne s'y retrouve pas. Mais c'est plus difficile. On ne s'y retrouve pas. On peut essayer d'y rentrer, de chercher, mais c'est vraiment plus difficile. On est perdu. C'est pas comme un miroir, donc c'est pas la même démarche. On est perdu. C'est comme pour la musique. C'est la même chose. Vous savez, chaque son est... Et vous avez quand même beaucoup voyagé. Il y a des tableaux de toutes les parties du monde. Oui, voilà. Alors j'ai beaucoup voyagé pour mon travail.
dans la production, entre autres. Et c'est vrai que j'ai une mémoire visuelle assez importante. Et vous avez pris beaucoup de photos? Non, aucune photo. Non, je ne peins pas à partir de photos. C'est juste avec votre mémoire? Ah oui, bien sûr. Puisque c'est inventé, un tableau est inventé. Oui. Il y a une poésie, on sent votre imagination. Voilà, il y a des choses réelles, par exemple il peut y avoir un village, mais qui va être la situation avec le personnage devant le village, avec la lumière, et complètement, c'est moi qui l'invente, c'est moi qui la structure. Il y a des tableaux, par exemple il y a un tableau de Dubaï. Il y avait 4 ou 5 tours qui existaient et j'ai inventé tout le reste de la ville qui se reflétait dans l'eau. Voilà. Donc les lumières sont toujours inspirées de quelque chose. On sent le vent dans les nuages et on sent le vent bien sûr avec le drapeau sur son mât. Mais j'aime beaucoup les drapeaux parce que les drapeaux c'est comme les ballons, c'est léger. C'est éminemment. Ça flotte, ça vole, c'est pictural un drapeau. Ah oui. Oui. C'est très difficile à faire. C'est très difficile à faire parce que justement ça bouge sans arrêt. Donc il faut que l'esprit se fixe sur... Et alors cette exposition, puis des arbres extraordinaires qui sont... là vous devenez presque chinoise. Oui, alors ça c'est la dernière période qui était une période donc un peu d'abstraction figurative pour classer dans un... Oui. Et donc j'ai arrêté de faire des choses très figuratives et surréaliste, et je suis passée à une peinture d'impression, c'est-à-dire c'était des lieux, mais dans un brouillon d'atmosphère avec de la peinture à l'or. C'est fou, c'est comme oui. Et souvent ce sont des superpositions. Il y a même des repeints. Il y a même des tableaux que j'ai repeints. Ouais. C'est-à-dire des tableaux que j'avais faits, qui étaient figuratifs. Ouais. Et à cette période-là, je me disais non, je vais changer, je n'aime plus ce que je faisais. Et donc l'exposition de la place du Louvre, de la mairie du premier arrondissement, donc du 3 au 10 octobre, c'est toutes vos périodes réunies? Oui, c'est une rétrospective donc, de la partie très surréaliste avec les personnages rouges de départ, puis beaucoup d'architecture avec des ballons, les mers, les perspectives et la dernière période. Cette période infiniment poétique. Voilà. Et après, il y a aussi... Vous serez là à l'exposition? Un petit peu? J'y serai en permanence. En permanence? Voilà. Donc, et ça ouvre alors du matin au soir ou du après-midi? C'est les horaires... c'est le matin et l'après-midi. Mais le matin, ça doit être à partir de 10h30, 11h, je ne pense pas avant. Et l'après-midi, je pense comme c'est une mairie, ça doit se terminer vers 5h, j'imagine. Voilà. Il y a un parking juste en dessous. Il y a un parking juste en dessous. Il y a la station de métro du Louvre et devant la porte de la mairie. Je vous conseille, chers amis de TV Liberté, parce que Madame Hidalgo nous interdit maintenant de circuler en voiture. Donc, voilà, donc la station de métro est devant la porte. Il y a un très bon bus aussi, le 72. Merci beaucoup, Boisségur, puisque on vous appelle comme ça, pour cette exposition et pour nous avoir... fait partager vos trésors et votre création. Et nous irons vous rencontrer place du Louvre du 3 au 10 octobre. Et pour les téléspectateurs très éloignés, new-yorkais, eh bien, je leur conseille d'aller à cette galerie Check-in. Voilà, qui est en face de l'Académie des Beaux-Arts, qui est mon mécène, ainsi que Bridgman et la société Hiscox qui assure les tableaux. Bravo, Béatrice. Merci beaucoup. Chers amis de TV Liberté, à très vite pour une autre émission de Perles de Culture. Chers amis de TV Liberté, nous recevons ce matin un expert en fromage français. Et le fromage français, vous le savez, fait bien partie de notre patrimoine. Bonjour, monsieur Jean-François de Maulmin. Bonjour, Anne. Je suis contente de faire connaître votre société qui s'appelle, avec un jeu de mots très amusant, moncontébon.com. Voilà. Alors, mon comté tout attaché et accent, et bon, bien sûr.
Et en fait, c'est le comté que vous avez commencé à vendre, tout à fait, finalement. exactement, et qui est le produit phare, en fait. Qui est le plus phare. Alors, c'est vrai que le comté, il peut être absolument sublime, et il peut être complètement fade. On est bien d'accord. C'est bien pour ça que j'ai lancé mon comptebon.com, justement. Ah oui, c'est comme ça. Vous avez trouvé que... c'est vrai qu'à Paris, c'est très difficile de trouver du très bon comté. Oui. Et que entre ce qu'on goûtait, nous, dans notre maison de campagne familiale, en Franche-Comté, et ce qu'on trouvait à Paris, et plus la différence de prix, donc ça m'a... J'en ai rapporté pour les amis au départ, puis ça m'a décidé à en faire une société. Alors, cette société d'achat groupé de produits d'exception, vous dites à prix canon. Bon, j'essaye d'être un prix canon. Alors, d'abord, oui, j'avais jamais réalisé, le comté, il a pris le nom de la région dont il était. Tout à fait. Comme le camembert, le Pont-l'Évêque. Exactement, oui, tout à fait. Alors, ce comté, comment avez-vous découvert les meilleurs producteurs de comté de votre région? Au début, j'allais à la alors, ce qu'on appelle les fruitières, localement ça s'appelle des fruitières, ce sont des coopératives. Oui. Parce qu'en Franche-Comté, en tout cas pour l'ensemble des fromages, me semble-t-il, en Franche-Comté, en tout cas pour le comté, c'est cela, ce sont toujours des coopératives. Ce ne sont pas des individuels qui font leur propre comté. Ils se sont réunis, oui. Ils sont réunis à 5, 6, 10, 15, je pense 15 maximum éleveurs de vaches, de vaches laitières, donc des Montbéliardes, voilà, Montbéliardes, ce qui est assez logique. Ou des cimatales. Alors cimatales, je ne sais pas exactement d'où ça vient, mais enfin voilà, ce sont les deux vaches, deux variétés de vaches. Je ne connaissais pas cette existence de vaches. Mon existence est agrandie. Voilà. Tant mieux. Et donc oui, c'est Donc voilà, donc au début je suis allé donc dans la coopérative, enfin la fruitière près de la maison. Et puis ensuite, et à force de goûter à droite et à gauche, de comparer, puisque c'est une partie de mon métier, c'est d'aller voir les producteurs, de goûter et de sélectionner ce qu'il y a de meilleur. Je veux apporter vraiment ce qu'il y a de meilleur à mes clients. Donc ensuite, j'ai choisi une autre fruitière qui me semblait mieux répondre aux besoins de mes clients. Voilà. Alors, autre produit, le bleu d'Auvergne, j'ai vu. Alors, il y a le bleu de Gex. Le bleu de Gex. Alors, le bleu de Gex, c'est un bleu qui est très, très doux, qui se fait dans le pays de Gex, qui est en fait juste à côté de Genève. Oui. Voilà. Et en fait, là d'où il vient, donc on n'en fait plus exactement dans les contreforts du Jura, au-dessus de Genève. Ça se fait de l'autre côté de la montagne, de l'autre côté de la chaîne du Jura. Et donc, c'est un petit producteur qui fait ça dans la vallée de la Valserine, exactement. Donc, dans l'Ain, limite Franche-Comté, limite Jura, mais voilà. C'est vraiment très localisé. Très enraciné. Le Mont d'Or, qui est une merveille. Tout à fait. Donc, j'en viens, parce qu'on était J'étais il y a quelques jours à Métabier, qui est vraiment au pied du Mont d'Or. En fait, c'est une montagne qui sépare la France de la Suisse. Oui. Et alors j'ai appris, parce que je ne savais pas que ça s'appelle Mont d'Or, parce que le côté suisse, il y a des rochers qui sont un peu dorés. Enfin, j'ai pas trouvé que c'était très doré, c'était plutôt argenté, mais c'est une question de soleil. C'est sans doute ça. C'était pas le bon jour. Exactement. Oui. Ah, le Mont d'Or s'appelle parce qu'il est. Exactement. Il a des reflets dorés. Au pied de la montagne, Mont d'Or. Et puis alors deux produits qui m'ont fait saliver. La Cancoyote, qui est un truc merveilleux, avec beaucoup de pain. Il faut manger beaucoup de pain et boire beaucoup de vin. Alors il y a deux sortes de Cancoyote. C'est à l'ail des ours. C'est cette ail que l'on trouve. Alors en fait, il y a plein de sortes de Cancoyote, mais j'ai sélectionné celle-là parce qu'elle me semblait les plus intéressantes. Donc il y a l'ail des ours, c'est l'ail que vont manger les ours a priori, ou allaient manger les ours, parce qu'il n'y a plus beaucoup d'ours. On trouve toujours, il n'y a plus. Et on trouve de l'ail des ours, tout à fait. Et puis de l'absinthe. L'absinthe, parce que la région de la production d'absinthe est là, exactement. Et notamment en Suisse, mais également, ça a repris récemment en France, parce que les Suisses avaient pour continuer la production de l'absinthe, justement à côté de Pontarlier, et l'absinthe est reproduite maintenant à Pontarlier. Et alors, comment est-ce que vous faites? Votre système, c'est un peu celui des AMAP? Alors, je ne connais pas très bien les AMAP, mais je pense que c'est un peu pareil. Ce sont des gens qui regroupent, ce sont des producteurs qui se regroupent et qui apportent dans certaines villes de France 2 fois par semaine ou 1 fois par semaine leurs produits. Et on s'abonne pour acheter un panier. D'accord.
Alors, moi, c'est un peu ça, mais un petit peu différent quand même. Donc d'abord, c'est moi qui sélectionne les producteurs de chaque région. Donc il n'y a pas que la Franche-Comté, il y a aussi l'Auvergne, parce que j'ai dit Saint-Nectaire. J'ai un excellent brebis des Pyrénées, Ardigachna, qui veut dire justement fromage de brebis en basque. J'ai également du Master, du maroilles, enfin voilà, plein de choses. Enfin vraiment, j'essaie de trouver les meilleurs produits de chaque région, qui s'accompagnent de vin ou de bière également. Donc le principe est le suivant, il y a une offre qui est lancée, qui dure une semaine, auprès des gens qui sont sur la mailing list. J'ai également un peu comme Tupperware, j'ai ce que j'appelle des correspondants, des honorables correspondants. Des réunions, vous faites des réunions? Non, c'est pas exactement ça. Enfin, cela dit, je vais faire des dégustations prochainement, mais ce sont des gens qui ont leur propre réseau et dont leurs amis peuvent être intéressés par ça. Donc, quand on lance une opération, tout le monde s'active en même temps. Oui. Le système Internet, enfin le site Internet que j'ai développé permet de faire cela. D'envoyer l'offre à tout le monde. Oui. L'offre dure une semaine, elle est en cours d'ailleurs actuellement, et au bout d'une semaine, on arrête les compteurs, j'envoie les ordres auprès des différents producteurs, et le lundi et le vendredi, tout arrive à Paris, et c'est redispatché donc auprès des clients le week-end. À Paris ou ailleurs? À Paris ou ailleurs, tout à fait, voilà. Parce que essentiellement à Paris, mais également à Tours, et là, ça va se développer sur toute la France. Vous êtes au début de la diffusion en France. Tout à fait. Okay. Voilà. Et alors, je prends un exemple. Je commande une part de comté, parce qu'on n'est pas obligé de prendre toute la Non, la meule fait 42 kilos, donc effectivement, ça... Bon, alors une part de comté... grosse faim, ou alors vous avez beaucoup d'amis. Une part de comté, un Mont d'Or et une cancoyote à l'absinthe. Tout à fait. J'ai une addition de quoi? Alors, à peu près le comté, ça tourne autour d'une vingtaine d'euros pour 1 kilo. Hein. Je vends par kilo. Par kilo. Oui. Oui, parce que alors souvent mes clients. Mais 1 kilo, ça fait quoi? Ça fait une part comme ça? Non, c'est en fait, alors c'est une meule ronde, qui est coupée, tac. Oui. Donc ça fait en fait une tranche à peu près comme ça. Ah oui. Voilà, okay. Donc d'accord. Après, voilà, comme ça. Ça se garde 3 semaines, donc ça, il n'y a pas de problème. Enfin, on n'est pas obligé de manger dans les 2 jours. Du comté, oui. Alors, de comté à peu près 20 euros. Un comté qui fera, comment dire, 20 euros pour un comté qui fait environ 18 mois, quoi. Donc, un comté qui a déjà du goût. Oui. Ensuite, la cancoyote est à 4,50 € et le Mont d'Or est autour de 15 €. Un peu moins de 15 €. Quoi. Très bien. Donc 20 plus 15, ça fait 35 et à peu près 40 €. Quoi. Voilà. Très bien, très bien. Et alors, on vous trouve très facilement sur Internet en tapant moncontestbon.com. Alors, Mon Compte est Bon, c'est M-O-N, Comté comme le comté C-O-M-T-E, B-O-N.com. Il n'y a pas l'accent évidemment sur Internet. Non. Et également, alors j'ai déposé aussi tout ce qui... Mon compte, on peut l'appeler comme son compte, un compte bancaire ou ton compte est bon, mon compte est bon, donc ça c'est... Il est écrit quelle que soit la façon dont on l'écrit sur Internet, ça marche. On tombe dessus, voilà. Ça marche. Oui, non, vous avez été drôlement... C'est une astuce, c'est un jeu de mots qui est très très bon. Et vous envisagez d'augmenter, d'ajouter le vin ou alors, non? Il y a déjà du vin. Il y a aussi du vin. Avec du fromage, il faut du vin, bien entendu. Sûr, oui. Il y a de la bière également. J'ai trouvé un très bon petit brasseur dans l'Avesnois, en dessous de Maubeuge, qui est absolument délicieux, qui va bien évidemment avec le maroilles. J'ai des vins d'Alsace qui vont avec le Munster, bien entendu. Et puis le vin jaune du Jura. Bien entendu, le vin jaune. D'ailleurs, j'aurais dû rapporter une... Enfin bon, oui. J'ai pensé à midi, là, un petit verre de vin jaune et j'avais pas le fromage, parce que là, l'opération est en cours, les produits vont arriver. Les produits arrivent dans la semaine prochaine. On va recommencer au moment où le fromage arrive. On va le faire au bon moment avec tout ce qu'il faut pour qu'on ait une table bien remplie. Donc de la bière, du vin... J'ai également des jus de fruits qui viennent du Berry, jus de groseille, jus de cassis, jus de pomme aussi. Bon, c'est plus classique, mais vraiment très bon. Et là, alors, les bouteilles d'1 litre de jus de... 1 litre, tout à fait. Alors, ça se vend je les vends par 6 bouteilles. 6 bouteilles, oui. En général par 6, mais je pense que je vais vendre des jus de fruits par 3. Enfin bon, c'est des très bien. Marketing. Et alors, 1 litre de jus de fruits, c'est... Ça tourne autour de
4-5 euros à peu près. 4-5 euros, très très bien. Et c'est vraiment des produits de très grande qualité. Très bien, parce que il y a beaucoup de boutiques bio en ce moment qui se lancent et qui nous vendent des jus de légumes ou des jus de fruits. C'est entre 6 et 9 euros. Et je trouve que ça devient un peu trop cher. À prix canon, je le rappelle. À prix canon, exactement. Des produits d'exception à prix canon. À prix canon. Écoutez, merci beaucoup Jean-François de Mollemin. Donc, moncomptestbon.com, chers amis de TV Liberté, et vous aurez une année avec d'excellents fromages. Exactement. Et pas que. Vous serez d'excellente humeur. Merci beaucoup, Jean-François. Et en bonne santé, qui plus est, parce que tous ces produits viennent de petits producteurs qui travaillent comme leurs parents, leurs grands-parents. Donc je fais très attention à ce que les traditions soient conservées. Vous avez vu ce film, Le Petit Paysan ? Non, il faut que j'y aille. C'est un film sur un éleveur un petit éleveur qui a 25 vaches et dont les vaches donnent le plus de lait de toute la région. Et on comprend pourquoi, parce qu'il les fait sortir tous les matins et il les ramène à l'heure de la traite. Et malheureusement, une maladie s'abat sur une ou deux vaches du troupeau et c'est son combat pour garder son troupeau. C'est absolument magnifique, c'est d'une grande poésie, c'est d'une grande finesse de film. Le cinéaste est remarquable et c'est d'une cruauté parfaite puisque cela met en valeur le sort que l'on réserve à ces éleveurs, à ces petits producteurs. Donc je ne voulais pas terminer cette émission sans inviter à voir ce film. Très bien, avec grand intérêt. Parce que ces petits producteurs sont tout de même poursuivis par des réglementations et des fonctionnaires. Et c'est complètement déconnecté avec la réalité. Tout à fait honteux. Puis alors, si vous voulez, quand le producteur se met à entretenir avec ses impôts, lui qui vit avec 800 euros, un fonctionnaire qui émarge à 1500 ou 2000 euros, il y a quelque chose qui ne va pas. Quand le fonctionnaire lui abat tout son troupeau, comme ça s'est passé pour dernièrement avec des histoires épouvantables. Donc allez voir Le Petit Paysan et allez voir moncomptestbon.com. Merci Jean-François. Merci infiniment Anne, merci infiniment et bonne journée à vous. Merci.